nous enchaînons. La pause est terminée avant d'avoir commencé. Et nous enchaînerons ensuite avec une autre table ronde. Nous avons 1 heure, nous avons 4 intervenants. Et sans revenir sur le fait que finalement, on ne donne qu'1 heure à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ça Catherine Doyen le dira avec moi, c'est quand même la première fois au Congrès Réhab qu'on fait vraiment ce focus sur les approches orientées rétablissement et des expériences en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors je suis navré parce que nous sommes des représentants du sanitaire, mais 2 du service public hospitalier, 2 de fondations privées d'intérêt collectif. Mais en tout cas, ces initiatives-là, vous allez le voir, sont à différents âges de la vie. On va commencer par Julien Dubreuc, qui a une longue expérience en réhabilitation psychosociale de l'adulte et descendu de ses alpages après avoir fait le tour du monde à Saint-Étienne, va nous parler de des approches orientées rétablissement, comment il a pu les implanter autour de la périnatalité. On va commencer par Julien, que j'invite à rejoindre le pupitre pour nous présenter la première expérience. Merci Olivier, merci à tous, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir au congrès Réhab et ravi de vous voir aussi nombreux et de pouvoir évoquer un peu le sujet des pratiques orientées rétablissement en psychiatrie périnatale. Et vous verrez qu'en fait, non, le sujet, même si spontanément les gens n'y pensent pas en psychiatrie périnatale, en fait, il va presque de soi dans ce domaine. Déjà, en fait, effectivement, donc Olivier l'a rappelé, en fait, je suis pédopsychiatre et psychiatre d'adultes avec une spécialisation en psychiatrie périnatale, ce qui est important pour la psychiatrie périnatale parce que la responsabilité est égale envers les parents et envers l'enfant. Donc, c'est vraiment la triade parent-enfant de un peu avant la conception ou autour de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Alors, est-ce que... Déjà, vous rappelez un petit peu ce que c'est, alors désolé pour les diapositives avec de l'anglais, mais sur la santé mentale périnatale, où est-ce qu'on en est? En fait, ça c'est une revue que je vous invite à lire pour les anglophones de Louise Howard, qui est parue dans World Psychiatry sur finalement où on en est au niveau de la santé mentale périnatale, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, où sont un petit peu les challenges. Ce qu'on sait, on sait quand même beaucoup de choses sur les différents mécanismes des différents troubles. On sait aussi les interventions qui peuvent marcher, notamment tout ce qui va être thérapie cognitive et comportementale, thérapie interpersonnelle, 3e vague, thérapie comportementale dialectique. Les médicaments, un peu moins pour des raisons évidentes. Les essais randomisés contrôlés sont un petit peu plus difficiles en période périnatale. Et en fait, par contre, ce qu'on ne sait pas, il reste en fait un certain nombre de gaps. Là-dedans, déjà, c'était la question, combien de temps ça dure la période périnatale? Est-ce que ça dure quelques semaines? Est-ce que ça dure 1 an? Là, le consensus va plutôt vers 2 ans sur l'ensemble des 1000 premiers jours. Quelle stratégie de prévention? Dépistage universel de tout le monde, la santé mentale périnatale étant un sujet vraiment important, avec par exemple pour la dépression périnatale en France, une femme sur 5, un homme sur 10, un suicide maternel toutes les 3 semaines, avec 70% d'évitabilité. Est-ce qu'on fait un dépistage universel pour tout le monde? Est-ce qu'on fait un dépistage ciblé? Finalement, la littérature a tranché. Le dépistage universel permet de réduire la stigmatisation et surtout permet d'ouvrir des conversations sur la santé mentale dans une approche rétablissement. Quelle offre de soins? Parce que finalement, du coup, il y avait beaucoup de choses qui avaient été évaluées, mais pas tant l'offre de soins elle-même. Par exemple, équipe mobile versus hôpital de jour versus unité d'hospitalisation temps plein. Mère-bébé, par exemple, la première recherche quasi expérimentale comparant du coup l'efficacité, le rapport coût-efficacité des unités mère-bébé par rapport à une hospitalisation en psychiatrie générale ou un suivi par une équipe mobile de crise a eu lieu en Angleterre. L'essai a été publié en 2022. Donc vous voyez que c'est assez récent. Avant, ça n'avait pas été évalué. Et les résultats étaient aussi frappants dans le sens où en fait, il n'y avait pas de différence entre ces différentes modalités de soins, notamment sur le taux de réadmission, sur la sensibilité maternelle, le retrait social, le taux de placement de l'enfant à 1 an. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, pas de différence au niveau de l'efficacité des unités mère-bébé versus une hospitalisation en psychiatrie générale ou un suivi par une équipe mobile de crise du coup au Royaume-Uni. Je précise aussi parce qu'il y a des pères aidants qui interviennent dans ces différentes équipes. Il y avait par contre une différence majeure qui ressortait.
c'est la satisfaction des personnes concernées par rapport du coup aux soins reçus qui étaient largement supérieurs dans les unités mère-bébé et qui vient justement sur l'approche non coercitive centrée sur une personne avec du coup son bébé, une famille en général. Et ça, c'était ça qui faisait l'efficacité des unités mère-bébé, qui faisait que cette modalité était intéressante. Mais pour autant, au vu aussi des problématiques qu'il peut y avoir au niveau de l'interaction et du lien parent-enfant et des conséquences de l'hospitalisation là-dessus, globalement, le consensus qui émerge aussi avec les personnes avec expérience vécue, les chercheurs, c'est au maximum de privilégier les alternatives ambulatoires et donc aussi comment réduire les disparités dans l'accès aux soins, comment améliorer la continuité des parcours, les coparents. Les parents avec troubles psychiques sévères ou des pathologies co-occurrentes, de façon très surprenante, étaient exclus de la plupart des recherches en psychiatrie périnatale. C'est les critères d'exclusion. Donc il y avait la dépression périnatale, l'anxiété périnatale, etc. Mais il n'y avait pas tout ce qui était troubles bipolaires, schizophrénie, autisme, etc. Quand on regarde aussi ce que nous dit l'OMS sur un guide pour de l'intégration de la santé mentale dans les soins périnataux, donc là, on n'est pas sur de la psychiatrie périnatale, et c'est vraiment aussi important de sortir un peu de ce contexte-là. On est sur la santé mentale périnatale, dans les soins périnataux. Ce qu'ils nous disent, c'est finalement des services fondés sur les preuves, avec un rapport coût-efficacité favorable, axé sur les droits de l'homme, dans des lieux basés dans la communauté pour une identification et une prise en charge précoce des troubles psychiques maternels. Ça, c'est un guide qui est pour les obstétriciens, pour les sages-femmes, pour les pédiatres. Et donc on voit de quoi on parle, on parle de rétablissement. Finalement, donc aussi, quand on regarde un petit peu ces choses-là, on a lancé une recherche participative avec 84 participants, dont 24 personnes avec expérience vécue, des sages-femmes, des gynécos, des pédiatres, des généralistes, des professionnels de psychiatrie et santé mentale, sur comment améliorer les soins de santé mentale périnataux. Et en fait, au final, ce qui est hyper intéressant déjà quand on regarde la littérature, c'est que la dépression périnatale, elle est hyper variable dans sa prévalence, ça va de 6 à 60%. C'est énorme. Donc ça ne peut pas forcément lier uniquement à des causes biologiques, on ne peut pas avoir ces variabilités-là. Et en fait, quand on regarde l'index égalité femmes-hommes dans le monde, en fait, on s'aperçoit que la prévalence de la dépression périnatale est très corrélée avec les inégalités de genre, notamment l'inégalité de revenus femmes-hommes, mais aussi les inégalités sur les droits reproductifs. Donc finalement, la question aussi d'avoir un système plus égalitaire, plus inclusif, et aussi de la question après de l'expérience des soins, c'est-à-dire ouvrir des conversations avec tous les parents. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, il y avait beaucoup de points de convergence, mais aussi des divergences entre les personnes avec expérience vécue et les professionnels. Les mamans nous disaient clairement, nous, ce qu'on veut, c'est se rétablir, et on trouvait les composantes du rétablissement personnel, des soins centrés sur la personne et pas que sur l'enfant. Et au niveau des professionnels, il y en avait certains qui évoluaient petit à petit vers une meilleure prise en compte de l'expérience des mères dans les soins périnataux, mais ça restait un peu moins intuitif. Au final, ce qu'on retrouvait vraiment, ces résumés-là, le changement est induit par les personnes avec expérience vécue. Chez les professionnels, la prise de conscience pouvait être un peu plus brutale. Les priorités des parents, c'est le rétablissement. Les professionnels, ça va plutôt être acquérir plus de compétences, de connaissances sur la santé mentale périnatale, avoir une culture commune. Les personnes, ça va être des soins centrés sur la personne qui soient collaboratifs, mais des soins périnataux, pas que de santé mentale périnatale. Et aussi, du coup, tout l'impact des expériences négatives de soins, c'est-à-dire un vécu d'impuissance, d'infantilisation, de manque d'empathie, de respect pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ensuite de naissance, dans l'ensemble du parcours, en obstétrique, en pédiatrie et en psychiatrie périnatale. Et pour les professionnels, il y avait vraiment un besoin de comprendre où était leur rôle dans les soins de santé mentale périnataux, où ils s'arrêtaient, et de pouvoir en fait mieux être formés par rapport à ça. Les enjeux sont énormes sur ce point de vue-là. Donc, quid aussi du rétablissement en psychiatrie périnatale ? En fait, le rétablissement en psychiatrie périnatale, c'est exactement les mêmes composantes. On les a retrouvées que dans le rétablissement en général. Et l'OMS le résume dans aussi un document clé.
Et je vous donne un peu l'exemple d'une maman qui nous dit « J'ai beaucoup grandi pendant tout ce temps. Souvent, je dis que le fait d'avoir vécu ça, j'ai le sentiment d'être allé au fond de moi-même et d'être allé bien plus haut que ce que je ne serais allé si je n'avais pas vécu tout ça. » Qui est un exemple de témoignage de rétablissement. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, il n'y a pas d'injonction du tout à ça, mais on retrouve globalement les mêmes choses avec la particularité qu'on est forcément sur quelque chose, un système avec un coparent, des aînés, un rétablissement familial, un bébé. Donc il y a cette connexion, elle se fait peut-être aussi un petit peu différemment par rapport à ça. L'occasion aussi de rappeler le rôle de l'association Maman Blues de Père Aidance, qui joue vraiment un rôle fondamental et qui rassemble en fait des mamans qui ont traversé la difficulté maternelle et qui peuvent du coup apporter un peu des choses par rapport à ça. Il y a notamment un forum connecté, sécurisé, et c'est vraiment quelque chose de précieux. On a eu la chance de co-construire toutes les interventions, c'est aussi ça, les pratiques orientées rétablissement avec Maman Blues. Juste un point, quand on regarde les compétences essentielles des sages-femmes selon les référentiels internationaux, on s'aperçoit en fait qu'on parle de rétablissement du début à la fin, puisque c'est aider les femmes à faire des choix individuels au sujet des soins qu'elles reçoivent et d'être associées à l'ensemble des choses, qu'on identifie leurs valeurs, leurs préférences en termes de soins, ce qu'elles veulent pas, et qu'on fasse ça de façon collaborative. Donc au final, ce serait normalement une compétence socle des sages-femmes, de toutes les sages-femmes, et ça figure dans les référentiels internationaux. Ceci étant, il faut renforcer la formation initiale et continue pour qu'elles se sentent à l'aise de le faire et qu'on ait cette relation-là qui se mobilise un petit peu partout et qu'on puisse mobiliser ces pratiques orientées rétablissement dans les soins périnataux, en psychiatrie périnatale, avec du coup comme spécificité justement le fait de communiquer aussi entre les professionnels de psychiatrie, de périnatalité, la construction et des soins qui soient centrés sur la famille, qui prennent en compte les soins du côté du parent, l'interaction, la qualité des interactions précoces, le bonding entre parents et enfants, l'attachement, etc. Tous ces aspects-là sont à prendre en compte. Et là, c'est un exemple aussi de parcours qui a été entièrement co-construit donc avec Maman Blues, qui est le dispositif Filament avec une coordination de parcours basée sur les forces, des interventions pour les parents, des interventions sur l'interaction parent-enfant, et sur le système aussi de manière plus globale. Juste un point également sur la question de la co-construction et de la recherche participative. Issu du projet LENA, on a obtenu un financement pour un site internet qui propose des ressources sur la santé mentale périnatale, que vous voyez du coup à l'écran, avec une illustratrice, Julie Bellarosa, qui a une expérience vécue de la difficulté maternelle. L'ensemble du coup des contenus sont co-rédigés avec Maman Blues dans le comité de pilotage éditorial. On est à une quasi-parité avec des rédacteurs du coup pédopsychiatres, des rédacteurs psychiatres d'adultes, maïeutique, obstétrique, santé publique, médecine du travail, mais on est à une quasi-parité, une co-rédaction avec Maman Blues sur quelque chose de très inclusif, avec l'idée aussi de proposer une application mobile pour la prévention et le traitement des problèmes de santé mentale périnataux et un programme de formation, lui aussi co-construit avec Maman Blues, qui sera accessible en e-learning. Et dernière diapositive, c'est aussi un petit coup de pub pour une enquête qu'on mobilise avec différents partenaires européens sur la santé mentale périnatale et qui est, si vous pouvez la faire diffuser aussi via vos réseaux, elle concerne du coup les parents et les professionnels de périnatalité et elle vise à comparer leurs connaissances, leurs attitudes par rapport aux problèmes de santé mentale périnataux. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Julien et d'avoir tenu le temps, et j'espère que vous partagez tous ma frustration que ça n'ait duré qu'un quart d'heure, mais il nous faut enchaîner et la prochaine fois j'espère que Julien aura plus de temps pour pouvoir nous parler de cela. Et enchaînons les frustrations avec Catherine Doyen qui va nous parler en 12 minutes, m'a-t-elle dit, d'un travail de 20 ans en tant que chef de pôle à Sainte-Anne, et comment les pratiques orientées rétablissement ont infiltré sa pratique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et cette fois-ci chez les préadolescents. Exactement. Merci beaucoup de cette invitation. Merci Olivier. Donc je vais vous parler d'un parcours d'inclusion psychosociale, et en fait ce titre m'a fait référence à ce qu'a évoqué Boris Nicole hier. On ne sait pas comment définir le rétablissement parfois, et en tout cas pour les enfants, c'est particulier. Au sein du conseil scientifique,
auquel je participe au sein de Santé Mentale France, on hésite encore sur la définition du rétablissement chez l'enfant. Donc moi, je vais vous parler d'un parcours d'inclusion psychosociale pour les enfants et adolescents avec troubles du neurodéveloppement, avec ces 3 thématiques, quelques mots sur le concept de réhabilitation quand même chez les enfants, les outils que l'on peut utiliser et l'implémentation d'un hôpital de jour, parce que tout le but de cette présentation est d'essayer de faire bouger les lignes au niveau des modalités de prise en charge dans les hôpitaux de jour pour enfants dans les secteurs sanitaires. Alors ce concept de réhabilitation psychosociale, vous le connaissez mieux que moi, et je voulais juste souligner qu'une large place a été faite aux techniques cognitives et comportementales, mais aussi maintenant à la remédiation cognitive, et que ce sont des outils qui sont à disposition désormais, vous le savez sans doute, ou peut-être pas, en tout cas pour les enfants et les adolescents, qu'il y a des validations qui sont nécessaires et en cours, mais ce sont de vrais outils. Je me suis intéressée au rétablissement et en cherchant un peu des modèles qui existaient, j'ai vu qu'en Belgique, la réhabilitation psychosociale était le socle d'une réforme du secteur enfants et adolescents depuis 2015. Et je suis allée voir de plus près ces documents qui sont bien sûr accessibles en ligne. Et cette réforme, ce qu'elle nous dit sur le rétablissement chez les enfants et les adolescents, c'est qu'elle veut tout d'abord favoriser la mise en place d'activités orientées vers le soutien, le développement et le rétablissement dans le but de faire participer l'enfant ou le jeune de manière aussi active que possible à la société grâce à une collaboration intensive avec tous les partenaires issus des secteurs connexes. Donc cette idée de participation de l'enfant et avec tous les partenaires, ça me semble bien entendu très en lien avec ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. Cette réforme, elle veut aussi favoriser la mise en place d'activités axées sur l'apprentissage, la formation, les parcours scolaires et les formations appropriées aux enfants et aux adolescents qui présentent une vulnérabilité psychique élevée. Et pour moi, enfin en tout cas pour mon équipe, la réhabilitation psychosociale ou l'inclusion psychosociale, elle passe par l'inclusion scolaire. Comme l'inclusion professionnelle est très importante pour les adultes, en termes de développement, c'est l'inclusion scolaire qui est très importante pour les enfants. Alors cette approche du rétablissement, on va dire, chez les enfants, en fait, c'est une approche une vision qui sont axées sur le développement. Elle suppose une combinaison de facteurs qui entraînent des problèmes. Il n'y a pas un seul facteur, il n'y a pas une seule responsabilité, une seule causalité. Elle attache une grande importance à l'environnement social, aux relations que les enfants et les adolescents ont et développent, ainsi qu'à leurs possibilités, à leurs opportunités. Elle se concentre sur le rétablissement qui a une connotation différente de celle des adultes parce que nous devons nous occuper des enfants et des parents ou des figures d'attachement, bien entendu, pour les accompagner au mieux. Donc ça ne dépend pas uniquement de l'enfant ou du jeune, et le processus est entamé avec des adultes responsables et solidaires qui le soutiennent. Et donc nous devons développer aussi une solidarité partagée entre les parents et nous, équipe de soins. Ainsi, pour les enfants et les adolescents, il va s'agir de garder ou de maintenir un droit, celui de l'inclusion de l'enfant et de l'adolescent dans la société et surtout dans son environnement écologique, l'environnement familial, l'environnement de loisirs et surtout l'environnement scolaire. Alors, quant à la base aussi de la réhabilitation, je vous ai parlé chez les enfants, je vous ai parlé de la remédiation cognitive, et elle s'appuie aussi sur la réflexion sur 3 théories du développement qui vont proposer différents angles de réflexion qui ne s'excluent pas les uns les autres mais se complètent, et qui vont soutenir le développement d'approches qui améliorent la trajectoire de développement des enfants avec des outils cognitifs. Ça, c'est vraiment faire bouger les lignes en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, introduire ce concept qu'on peut utiliser des outils neuropsychologiques pour les enfants. Donc il s'agit, vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous les théories de Jean Piaget depuis les années 50, donc c'est l'enfant qui va faire ses propres expériences et se développer et faire des apprentissages, et Jean Piaget dit que c'est un petit chercheur, et d'ailleurs j'aime bien cette notion-là, et d'ailleurs je l'applique aux parents. Quand je fais des entretiens avec les parents, je leur fais faire des hypothèses, je dis mais quelles sont vos hypothèses sur les difficultés de votre enfant, quelles sont vos hypothèses sur ce qu'il faudrait lui apporter pour qu'il aille mieux.
Donc le petit chercheur pour Jean Piaget, le petit apprenti pour Lev Vygotsky, qui dit un petit peu la même chose, mais qui dit que l'enfant a quand même besoin pour se développer, bien sûr, à un moment donné, d'un soutien à certains moments de son développement pour progresser et pour faire un peu plus d'efforts. Et donc ça, c'est le rôle des parents qui sont là, et on a vraiment besoin des parents, bien entendu. C'est une évidence de le dire, mais la neuropsychologie nous le dit. Et enfin, le troisième système que je trouve très intéressant parce qu'il est très actuel, le troisième système qui est le système d'inhibition qui concerne des fonctions de haut niveau dans le cortex préfrontal, qui va permettre de décider quand utiliser un premier système qui est le système heuristique, c'est notre système intuitif de pensée, ça va très vite mais souvent on se trompe, et un autre système qui est le système algorithmique, dit algorithmique, donc géré par notre cortex frontal, qui repose sur une pensée plus réfléchie, plus lente, mais qui est très fiable et qui va donner la bonne réponse. Et le système d'inhibition, le troisième, va permettre de freiner peut-être le système intuitif pour aller plus vers le système algorithmique. Ça, c'est une théorie du développement portée par Olivier Houdet et Grégoire Borst du laboratoire Lapsidé. Et ce système d'inhibition, je trouve qu'il nous parle beaucoup parce qu'on voit les enfants actuellement combien leur difficulté dans leur régulation du comportement et des émotions, leur difficulté à inhiber justement est un besoin, enfin ils doivent apprendre à développer cette capacité le plus possible. Donc nos approches prennent ceci en compte. Alors après, quand on se pose la question, mais pour être bien inclus sur le plan psychosocial pour un enfant et sur le plan scolaire, de fait, que faut-il? Alors, il y a la question du diagnostic. On entend parfois, on ne met pas un diagnostic, ça fixe les troubles. Mais en fait, un diagnostic en psychiatrie de l'enfant, c'est évolutif, c'est dynamique, ça change au cours du temps. Donc, il faut quand même avoir un diagnostic en tête et on ne soigne pas un enfant déprimé comme un enfant avec autisme. Donc, c'est absolument important d'avoir un diagnostic. Il faut faire des évaluations cognitives et sensorielles. Il faut bien évaluer les troubles associés qui vont compliquer les parcours, et c'est souvent le rôle de l'hôpital de jour d'aider à ces problématiques associées, je vais dire. Et bien sûr, il faut accompagner les familles qui sont à risque de burn-out, notamment même quand on veut maintenir les enfants en scolarité, parce que c'est épuisant d'accompagner son enfant en situation de handicap dans un environnement ordinaire qui essaye de s'adapter, il n'y a pas de doute, mais qui est quand même très difficile. Alors les outils dont on dispose, et là je vais passer brièvement, la remédiation cognitive, c'était le cœur du projet que nous avons développé avec les travaux de Till Wykes, avec une efficacité relative finalement, initialement dans les premières études, c'était pour les personnes avec schizophrénie. Donc le taille d'effet était assez modéré, et actuellement en psychiatrie de l'enfant c'est la même chose. Il n'y a pas de consensus pour une efficacité de la remédiation cognitive chez l'enfant, mais il y a des intérêts certains et une efficacité, en tout cas en termes probablement de qualité de vie et de sentiment de compétence pour les enfants et les jeunes enfants. Nous faisons de la remédiation cognitive avec des jeunes enfants à partir de 6 ans, et donc une augmentation de leur sentiment de compétence qui est très important. Nous faisons aussi parfois des jeux avec les parents pour montrer quelles sont les stratégies cognitives de leurs enfants, et ça inclut les parents dans ce parcours et leur fait comprendre les difficultés de leur enfant. Et parfois ils se rendent compte de leurs propres difficultés aussi à jouer à certains jeux, notamment qui entraînent l'attention. Donc sur l'attention, la remédiation cognitive aide à penser sa pensée, et puis elle va accroître les stratégies cognitives et aide les enfants, mais surtout les adolescents, à connaître leur style cognitif. Donc c'est extrêmement intéressant. Et toute cet abord de la remédiation cognitive, nous la retrouvons bien sûr au sein des troubles plus spécifiques d'une trouble du neurodéveloppement, l'autisme, le TDAH, où vous voyez que là, il y a des dimensions comme la flexibilité mentale, la capacité d'inhibition, et la planification, c'est-à-dire l'organisation, qui sont communes à certains troubles du neurodéveloppement. Et ces dimensions-là, elles sont communes à d'autres troubles chez les enfants et les adolescents. On peut retrouver dans l'anxiété, dans la dépression, etc. Donc il y a un support théorique valide aussi pour s'intéresser à ces approches-là. La remédiation cognitive dans le service, et donc dans cet hôpital de jour, nous allons l'associer donc aussi à des groupes d'habileté sociale, à des groupes d'habileté parentale, à de l'éducation thérapeutique pour la personne, donc c'est l'enfant, et pour les parents, que nous parfois nous faisons aussi
je dirais en distanciel. On l'a appris grâce à la crise Covid et les activités en distanciel donnent un confort émotionnel très important pour les familles et aussi pour les enfants qui est dans son environnement et qui ne va pas avoir subir l'environnement du docteur. C'est peut-être Julien qui l'a dit ou je ne sais pas, mais effectivement, non, c'était le collègue précédent. Venir à l'hôpital, on impose notre environnement. J'impose mon bureau, le désordre de mon bureau, le trajet, etc., etc. Donc vraiment, moi, je suis pour la visio. Je trouve que c'est quand même tout à fait formidable. Quelques autres... je passe vite parce que je vois que Olivier me regarde déjà. Donc, de la psychoéducation pour les enfants TSA qui s'inspire d'un protocole que nous avons validé québécois, un programme qui s'appelle Au-delà du TSA, des compétences parentales à m'apporter. Et on a apporté des séances de relaxation pendant le Covid pour les familles. De la psychoéducation pour le TDAH avec 2 collègues qui sont probablement dans la salle et que je salue, Dr Favé et Mirella Vlasic et IPA. Et la psychoéducation va être au cœur des futures recommandations pour le TDAH de l'enfant et de l'adolescent. Donc ce sont des outils à utiliser plus. Et NIR, le programme NIR, qui est un programme neuropsychologique que l'on développe avec Isabelle Amado, le C3RP, et qui va être destiné aux enfants, avec TSA, plutôt des enfants TSA sans déficit intellectuel. Comme j'ai déjà un peu dépassé, notre hôpital de jour, en fait, pour terminer, il faut bien avoir en tête que dans les hôpitaux de jour en psychiatrie de l'enfant, et ça ce sont des données nationales de la TIH en 2018, les diagnostics principaux tournent autour des troubles du développement psychologique. C'est-à-dire qu'il y a dans nos hôpitaux de jour des enfants TSA, des enfants TDAH et des enfants avec des troubles 10, plus d'autres troubles, plus de la précarité psychosociale. Donc nous avons intérêt à axer nos programmes de prise en charge sur ces types de troubles. Et grâce au programme qu'on a essayé de mettre en place, qui est en cours d'implémentation dans le service, nous avons déjà diminué de 40% la durée des séjours. Parce qu'un hôpital de jour, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, c'est un risque de chronicité. Et pour les enfants, le temps du développement court encore plus vite que le temps du développement adulte, et donc on ne peut pas passer 6 ans, voire plus, dans un hôpital de jour. Il faut qu'il y ait un début et une fin avec des objectifs bien déterminés. Donc voilà les objectifs que nous nous sommes donnés, s'inspirer quand même de la réhabilitation psychosociale adulte en l'adaptant au développement des enfants. Et là, en termes aussi de management, il faut changer les habitudes ou les routines des équipes, parce que quand même, il y a parfois des professionnels dans les équipes qui sont là depuis longtemps, qui ont eu d'autres référentiels théoriques. Eh bien, il faut arriver à implémenter, je dirais, pas à pas, à partir de l'existant, il faut le transformer ou le reformaliser pour travailler les habiletés sociales, les habiletés parentales, etc. Donc là, j'aurais pu le développer un peu plus, mais je n'ai pas tellement le temps. Nous sommes en cours d'implémentation de ce projet. Nous utilisons la remédiation cognitive dans 26% des cas et les autres cas ou associés, ce sont d'autres approches bien sûr spécifiques de la psychiatrie de l'enfant. Nous utilisons des outils d'évaluation. On a questionné, est-ce qu'il faut évaluer, est-ce qu'il faut quantifier? Eh bien oui, il faut quantifier, évaluer, ne serait-ce que pour nos tutelles, ne serait-ce que pour nous. Et surtout, ça met en valeur les forces de l'enfant et là où il peut encore progresser. Et on peut expliquer aux parents. Donc on utilise des outils neuropsychologiques sophistiqués qui prennent du temps. Donc on n'a pas tout le temps de faire les bilans complètement, mais la vignette en bas à droite indique l'évaluation d'un enfant avant-après remédiation cognitive. Il a fait quelques progrès dans certains domaines, ce sont les barres bleues, vous voyez, il y en a qui montent au niveau des histogrammes bleus et un petit peu moins au niveau des barres rouges. Et enfin, l'éducation thérapeutique aux patients, qui associe l'enfant et sa famille. Nous avons un programme spécifique qui associe, validé par l'ARS, qui associe donc l'enfant et sa famille, d'une façon ou d'une autre, je dirais soit l'enfant seul, soit la famille, soit l'enfant et sa famille. Et surtout, ce programme, il est flexible et en termes de nombre de séances, et il s'adapte à quelques séances pour certaines modalités d'hospitalisation, à un peu plus de séances au sein de l'hôpital de jour. Voilà, pour conclure, l'inclusion psychosociale, ou mon rétablissement à moi pour les enfants et les adolescents, c'est avec les enfants et jamais sans les parents. Et je dois dire, quand on dit on ne
parle pas de nous, enfin jamais sans nous. Et ben moi j'aime bien cette proposition-là. Elle repose sur les théories du développement, donc il y a une base scientifique, et surtout elle va nous aider, j'espère, à revisiter les modalités d'hospitalisation de jour des enfants avec troubles du neurodéveloppement. Il est un peu urgent d'avoir même des cahiers des charges un peu spécialisés pour des hôpitaux de jour, du sanitaire ou associatif, pour certains types de troubles, et donc j'espère que je vous aurai un peu convaincu de cela. Merci de votre attention. Merci beaucoup Catherine, et merci vraiment d'avoir respecté le contrat et en même temps d'avoir aussi offert un teasing qui nous amènera à devoir te faire revenir pour développer tout ça. Alors je vous invite à sauter en selle à présent derrière Nicolas Girardon, mon collègue de la Fondation Santé des étudiants de France, qui s'est formé à la réhabilitation psychosociale à Lyon et qui, fort de cette expérience, a rejoint Neufmoutier-en-Brie, un établissement de la Fondation Santé des étudiants de France, où il a mis en place les outils de la réhabilitation psychosociale pour explorer la question du refus scolaire à l'adolescence. Nous allons donc sauter par-dessus la barrière de la puberté. Merci Olivier, ton accueil très chaleureux et ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous proposer au fond deux mots-clés dans cette présentation qui doit durer 12 minutes à peu près, je crois. Le premier mot-clé, c'est refus scolaire. Et le deuxième, en deuxième partie, donc ça sera autour d'une réflexion concernant les processus d'anticipation. En effet, on est confronté dans notre structure, qui est un dispositif d'hospitalisation pour adolescents avec 3 spécialités, psychiatrie, médecine physique, réadaptation et pédiatrie de l'adolescent. On est confronté de plus en plus à des situations tragiques de refus scolaire chronique qui peuvent durer des mois, des années. Et au fond, la question finalement du refus scolaire, c'est la voie finale commune de toute une série d'événements en cascade problématiques. Alors j'essaie de... Ah, ça passe pas. Ah voilà, il faut appuyer fort. Voilà, c'est la voie finale commune, je disais, de toute une série de problématiques, notamment si on essaie de s'intéresser à la constellation des symptômes possibles, eh bien, un absentéisme grandissant, des comportements auto-agressifs, des épisodes de somatisation, voire de douleurs chroniques conversives très invalidantes, de symptômes plus spécifiquement psychiques, à savoir les symptômes phobiques, etc. Et donc, par rapport à cette constellation symptomatique, un résultat implacable, un refus scolaire, qui pourtant s'accompagne la plupart du temps d'une motivation pour l'école qui est longtemps préservée. Et donc c'est pour ça que ces jeunes arrivent vers nous, il faut les soigner, il faut les sortir de cette impasse, on va dire, psychoscolaire. Et ce qui me frappe souvent dans ces observations, c'est que ces jeunes, qui ont pourtant été pris en charge en ambulatoire longtemps, ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à sortir de la maison le matin, alors qu'ils ont préparé leur cartable, ils se sont préparés la veille à essayer d'anticiper au mieux cette journée. Eh bien, ils n'arrivent pas à partir de la maison, ou bien ils font des attaques de panique sur le trajet, ou bien ils sont bloqués à l'entrée de l'école. Et alors, ces évolutions sont souvent mauvaises en termes de pronostic social, en pronostic psychosocial, parlons-en. Elles sont mauvaises, il y a une déscolarisation, il n'y a plus d'instruction, il y a une désocialisation vis-à-vis des pairs. Et donc, les résultats, au bout d'un certain temps, évidemment, affolent l'école, les parents, évidemment, à très juste titre. Et donc, nous intervenons au mieux dans ces conditions. Et c'est pour ça qu'on a eu la possibilité d'ouvrir une unité dédiée à la prise en charge de ces jeunes sur des périodes d'hospitalisation, on va dire, assez longues, de 1 an, mais pas plus. On essaie de rester dans ce créneau. 16 lits, 4 places d'accueil de jour, mais principalement 16 lits, avec une moyenne d'âge entre 12 et 18 ans, donc une moyenne d'âge autour de 14-15 ans. Donc on prend en priorité des collégiens.
Et notre défi thérapeutique, si vous voulez, c'est de réintroduire la scolarité dans les soins, parce que toutes les tentatives précédentes ont échoué pour ce faire. Et on est parti également du principe que dans un dispositif soins-études, on va dire traditionnel, d'emblée, on a un emploi du temps scolaire qui s'apparente vraiment à l'emploi du temps scolaire dans un milieu ordinaire. Nous, on s'est aperçu que ces jeunes ne pouvaient pas, en fait, cette catégorie de refus scolaire ne pouvait pas accéder même à ces dispositifs soins-études, pourtant très protecteurs. Alors, on a mis en place, de ce fait, on a mis en place des techniques de soins, on va dire, éclectiques, intégratives, hein, et on a, pour ce faire, on a recruté une thérapeute TCC qui s'appelle Camille Despé et qui a formé, au fond, l'équipe soignante à des ateliers tout à fait originaux par rapport à ce qu'on faisait à l'époque dans l'établissement, hein. Donc, je ne cite que donc des ateliers, je ne pense même pas à passer les diapos, excusez-moi, des ateliers psychopédagogiques et de thérapie cognitivo-comportementale, des jeux de société, des groupes de compétences sociales, des ateliers de remédiation, notamment pour travailler autour de la théorie de l'esprit, et une réadaptation, cette fois-ci extrêmement progressive, au travail intellectuel qui deviendra, si possible, un travail scolaire. Mais vous voyez qu'il y a une évolution nécessaire, il y a des étapes à ne pas griller, si je puis dire. Et au fond, de cette expérience, j'en ai retiré quelques réflexions dont je voulais vous parler, notamment concernant les processus d'anticipation. Dans cette catégorie de patients, nous avons retrouvé en lien probablement aussi avec les effets de la puberté et de l'arrivée de l'adolescence qui bouleversent les repères temporospatiaux, qui donnent une importance considérable au regard des autres, qui modifient également de façon tout aussi considérable la distance relationnelle avec les pairs, avec une recherche de sécurité dans les relations avec les pairs. On a pensé aussi que l'arrivée, les périodes de confinement, déconfinement avaient eu un impact très fort sur cette distance relationnelle et donc les effets notamment sur la sécurité de l'attachement. Évidemment, je n'insisterai pas sur la pulsionnalité adolescente et le rôle des émotions et de la contenance du moi. Et puis enfin, peut-être surtout même la pensée formelle, c'est-à-dire la pensée abstraite, bien décrite par Jean Piaget, qui nous permet de considérer que beaucoup d'adolescents, confrontés aux abstractions, vont être de plus en plus perdus parce que fragiles déjà, si vous voulez, sur le plan narcissique. Et du coup, en utilisant aussi les données de la littérature concernant la théorie de l'attachement et ce que ça entraîne aussi comme recherche très actualisée, eh bien, je vous propose une lecture un peu diachronique de l'évolution de ces jeunes, si vous voulez, avec probablement, dans la petite enfance, souvent l'existence de troubles des interactions précoces, dont on a parlé précédemment, une sécurité interne qui est fragile, fragilisée parfois par un milieu familial lui-même fragile, hein, et petit à petit, l'existence de moyens de défense du côté de l'enfant de type contrôlant, c'est-à-dire l'enfant, pour se sentir moins en insécurité dans un environnement donné, va tenter de contrôler cet environnement pour se rassurer d'une certaine façon. Et évidemment, cette activité de contrôle plus ou moins intensive pour gérer ce qui se passe autour de lui risque d'avoir un impact fort, encore une fois, sur la gestion de ce que l'école représente pour lui, c'est-à-dire sortir de la maison, avoir une vie plus ou moins autonome à l'école et supporter les relations avec les pairs notamment. Alors, d'où la question de l'anticipation, si vous voulez. Anticipation qui renvoie chez les auteurs qui ont déjà éventuellement utilisé ce concept, je pense notamment à Jean Sutter, donc avec l'anticipation péjorative de l'existence chez le déprimé. Hein. Alors, je
fait que citer des auteurs célèbres. L'anticipation en tant que mécanisme de défense du moi, qu'on va voir tout de suite, qui a été repris dans les classifications internationales. Plus récemment, certains ouvrages très scientifiques, très neuroscientifiques, notamment la compilation d'Alain Berthoz sur la question du voyage mental et de l'anticipation repris par les neurosciences. Et puis, de façon beaucoup plus prosaïque, on sait très bien que les adolescents en général anticipent moins, ils sont plus impulsifs, ils préparent moins leurs actions, c'est pour ça qu'ils se mettent plus en danger en général. On dit qu'ils ont plus de conduite à risque, même s'ils ne sont pas pathologiques, entre guillemets. Et d'où peut-être la réflexion, encore une fois, que je peux vous proposer, c'est-à-dire de penser les ateliers que j'ai cités tout à l'heure, les ateliers psychopédagogiques, les ateliers autour de la réflexivité, de la mentalisation, comme une expérience de préparation à l'anticipation mentale qui ferait défaut chez ces jeunes patients. Autrement dit, je suis vraiment dans une remise en question des modèles très sémiologiques, très psychopathologiques classiques. Il ne va pas à l'école parce qu'il a une agoraphobie, parce qu'il a une phobie de la société, parce qu'il a des angoisses de séparation, parce qu'il a des troubles de l'humeur. Certainement que dans certaines situations, la réflexion autour de ces items me paraît tout à fait utile, d'autant plus que si on soigne un trouble de l'humeur, on peut considérer qu'à ce moment-là, l'enfant ou l'adolescent retourne à l'école. Mais dans un certain groupe, pour certains patients qu'on reçoit dans notre unité, ça ne suffit pas de soigner la dépression, ça ne suffit pas de soigner l'anxiété. Et je vous propose donc de relire effectivement les mécanismes de défense qui sont des mécanismes de défense classique et mature, à savoir l'anticipation, c'est-à-dire que grâce à l'anticipation, le sujet atténue conflits affectifs ou facteurs de stress en vivant réellement la détresse par un processus de représentation des idées stressantes et des affects. Cette répétition lui permettant d'élaborer une réponse plus adaptée aux conflits anticipés ou aux facteurs de stress. Alors, je crois qu'il faut que je conclue. En conclusion, je pense que l'idée d'une hospitalisation permet peut-être de limiter l'imprévisibilité de certains environnements, dans un premier temps, qu'ils soient scolaires ou familiales, et dans le même temps, aboutissant, si vous voulez, à une forme de réflexivité, l'adolescent à qui on propose des jeux, à qui on propose des médiations adaptées, pourrait reprendre son activité d'anticipation mentale dans un objectif d'autonomisation. Et puis, je terminerai enfin par l'importance tout à fait considérable que représente l'étayage des familles qui sont, vous l'avez peut-être deviné à travers mon exposé, assez fragilisées par la pathologie de leur enfant ou fragiles parce qu'il y a une maladie, notamment psychique ou médicale, somatique. Eh bien, je crois que nous avons pu augmenter les offres d'étayage pour ces familles, notamment grâce à la création de groupes de psychoéducation pour les parents qui sont menés depuis des années par les mêmes professionnels qui deviennent vraiment experts dans ce domaine, de l'animation de ces groupes et des groupes de parole pour parents, sans parler évidemment de tout l'étayage que représentent les appels téléphoniques des parents auprès des équipes soignantes qui font de ce côté-là un travail absolument remarquable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas, excuse-moi d'avoir fait de la pression, mais peut-être insister sur le fait que finalement les outils de la réhabilitation psychosociale peuvent être au service aussi d'une pensée, d'une vision du soin, et merci de l'avoir démontré. Donc la parole maintenant à Julien Lavenne de la MGEN. Alors la MGEN, tout le monde sait que c'est la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale qui a rejoint le groupe Vive. Mais au-delà de s'occuper des enseignants, s'occupe aussi de plusieurs établissements psychiatriques et aussi des élèves eux-mêmes, puisque Julien va vous montrer comment la structure dans laquelle il travaille à Chanay a pu évoluer du soin de suite et de réadaptation vers la santé mentale adolescente. Merci Olivier pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors je vais me permettre un tout petit propos. J'ai volontairement fait un PowerPoint assez dense. Je bosse qu'avec des ados, donc j'ai l'habitude qu'ils utilisent fortement les smartphones.
Donc je vous encourage à prendre toutes les photos que vous voulez, comme ça permettra d'aller un peu plus vite et de pouvoir avoir un temps de discussion. Donc effectivement, l'évolution, elle est partie d'un établissement dit classique. Pour expliquer rapidement, l'établissement il se situe dans un petit village, comme disait le collègue tout à l'heure, qui doit représenter environ un tiers de la salle en termes de population. Et effectivement, à la base, c'était une MEX sanitaire, puis rapidement autorisée en soins de suite et réadaptation en 2008. Et finalement, historiquement, c'était une orientation très TCA et obésité, avec là également du soin études intégrales et donc des orientations de séjour qui pouvaient durer 1, 2, voire 3 années. Finalement, sur les 10 dernières années, il y a eu une orientation peu à peu vers les troubles psychopathologiques et l'idée, c'était d'évoluer avec un point de départ qui était déjà l'évolution des profils de patients, qui finalement, plus ça allait, plus sur orientation d'établissement, il y avait une intrication forte entre souffrance psychologique et psychiatrique, de la psychopathologie. Et puis finalement, souvent des collègues aussi orienteurs pédiatres qui se questionnaient. Et puis le deuxième point, ça a été l'arrivée avant moi d'une collègue médecin-chef qui était pédopsychiatre, la première de l'établissement, qui avait commencé à impulser ce regard. L'idée étant aujourd'hui de vous partager le cheminement d'une évolution d'établissement. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un établissement qui fait 70 lits d'hospitalisation complète et 6 places d'hôpital de jour. Avec un soin études intégral, donc une unité d'enseignement entièrement dédiée à l'établissement sous convention avec l'Éducation nationale, et ensuite différents dispositifs que je vais vous dérouler. Finalement, on est parti dans le prisme, sans s'en rendre compte au départ et après en cheminant, qu'on prenait finalement une approche assez réhabilitation. Donc on accueille des adolescents qui ont entre 11 et 18 ans. On va partir sur l'idée qu'ils sont théoriquement autonomes physiquement, mais finalement assez psychologiquement dépendants d'un accompagnement, souvent à la suite d'une pathologie naissante ou croissante, un contexte familial difficile, une histoire de vie complexe. Et finalement, les missions qu'on s'est données sur l'établissement, c'est apporter bien sûr des soins médicaux, psychiatriques et psychologiques, pédiatriques, de la rééducation, de la réadaptation, ce qui est notre historique avec un plateau technique adapté, et finalement cheminer vers des actions de prévention et d'éducation thérapeutique en se rapprochant d'aspects de réhabilitation et finalement la préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale et scolaire, comme l'a dit mon confrère juste avant, dans la mission de ce soin études. Donc on a un établissement qui est doté à la fois d'une équipe médicale, paramédicale, vous vous en doutez, c'est assez classique. Finalement, pas mal de soignants et beaucoup d'éducateurs qui accompagnent les jeunes au long cours durant leur séjour. Et une équipe d'enseignement entièrement détachée et allouée sur l'établissement, ce qui nous permet effectivement d'avoir des discussions intéressantes en équipe, entre des équipes de soins et des équipes venant du monde enseignant. Et finalement, le but, c'est de maintenir à la fois une dynamique partenariale, de l'amont à l'aval, puisque c'est nécessaire et ça permet aux jeunes de pouvoir s'intégrer dans un parcours de vie et un parcours de soins. Donc on s'est donné comme mission, à travers le soin études, que les professionnels aident le patient à recouvrer le meilleur potentiel de leurs moyens physiques, cognitifs et psychologiques, des enjeux de consolidation et de réhabilitation psychosociale. Donc rapidement, pour vous montrer l'atypicité de l'établissement, par nos autorisations, on se retrouve confronté à des patients extrêmement variés, on va dire, que ce soit des troubles du comportement alimentaire, des jeunes qui viennent pour du diabète et des troubles métaboliques, des conduites addictives, donc là-dessus on peut retrouver toutes les formes de TCA typiques, l'addiction aux écrans aussi beaucoup. Et puis finalement on a fait dériver, malgré nos autorisations DCMR, vers de la consolidation psychique ou psychiatrique, tout ce qui est troubles anxieux et troubles de l'humeur, dont le refus scolaire anxieux bien évidemment. Et puis sur l'hôpital de jour, qui a été notre premier gros axe de changement, depuis 1 an et demi maintenant, on a eu une reconnaissance officielle de nos premières autorisations de pédopsychiatrie, en plus de nos autorisations DCMR, ce qui nous a permis de pouvoir vraiment accueillir des profils de jeunes qui ont un trouble du neurodéveloppement, les TSA, les troubles au sens large, qui sont souvent justement sous-diagnostiqués ou parfois pas assez bien et qui, arrivés au collège ou au lycée, sont en grande difficulté, et tout ce qui va être les troubles du comportement émotionnel de l'enfant. Et la construction de personnalités fragiles ou à terme pathologiques et l'émergence des psychoses. Donc, je vous passe très vite, on a une hospitalisation complète. Donc, nos autorisations historiques, c'est 10-18, mais finalement, on inclut les jeunes à partir de 11 ans pour des raisons de relations et de développement psycho-affectif.
On a des grosses unités de soins, et d'ailleurs c'est un des socles du fondement. On accueille en fait par unité 35 jeunes, avec tout un enjeu d'accompagnement à l'autonomie, à être ensemble. Un des socles, c'est justement ce côté de s'appuyer sur le groupe pour pouvoir à la fois faire corps. Et finalement, nous, ce qu'on décrit souvent, c'est que les jeunes, ils sont accueillis, pas tant parce qu'ils souffrent d'obésité, de TCA, de diabète ou d'autres pathologies, mais plutôt sur cette notion d'adolescent en souffrance. Et finalement, les séjours, ils sont plus courts que ce qui était avant. On a une orientation sanitaire et on accueille des jeunes qui viennent d'assez loin puisqu'on est en Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, notre établissement, il n'est pas très loin entre Annecy et Genève. Et finalement, les patients arrivent parfois à 4 heures de route, donc avec tout un système aussi de rester sur site avec un internat et donc l'accompagnement éducatif est essentiel. Et puis un hôpital de jour qui, lui, a été pensé finalement à la fois pour pouvoir consolider des jeunes du proche territoire pour pouvoir être dans la continuité des prises en charge en hospitalisation complète et en même temps de pouvoir aussi accueillir des adressages de l'extérieur. Il faut préciser que tous les jeunes sont volontaires pour venir chez nous et on a toujours le même système d'une visite de préadmission. On veut récupérer vraiment le plein potentiel et l'alliance du jeune et on va construire le projet de soins directement avec lui et avec ses parents. Et voilà, donc finalement cette double autorisation qui est arrivée. Donc des prises en charge pluridisciplinaires, ça paraît évident, donc, que ce soit des prises en charge individuelles, je vais vous faire la grâce de toutes les passer dans le détail, et puis surtout beaucoup de prises en charge groupales, que ce soit avec un appui psychothérapeutique, de l'art-thérapie, de la musico. On a développé aussi un courant de psychobox en lien avec nos collègues APA, la thérapie familiale, ce qui est évident, des programmes de APA assez riches, et on en a parlé beaucoup, je pense, depuis hier, sur l'intérêt aussi du sport adapté en termes de préservation et de maintien d'une bonne santé psychique. De la psychomotricité, pour avoir des approches aussi corporelles, un suivi diététique, et puis d'autres dispositifs, donc la passerelle que je vais dérouler juste après. De la prévention et éducation à la santé, au vu de la population adolescente, c'est évident, avec les risques de passage à l'as et d'exposition. Et puis, pas mal de sorties culturelles aux sportifs qui fait partie vraiment du projet de soins. Sur les week-ends, justement, pour pas mal de jeunes qui ne repartent pas chez eux, avec vraiment cette idée aussi de pouvoir expérimenter et de pouvoir être finalement dans le milieu ordinaire le plus possible. En hôpital de jour, on a développé des choses assez proches, avec aussi des spécificités pour le coup, là, de groupes d'habileté sociale de par nos nouvelles autorisations, également l'inclusion sur la classe passerelle. Donc la scolarité, on l'a définie par une approche inclusive. C'est vraiment un des socles de notre approche de réhabilitation. Elle est forcément en synchronisation avec la durée du séjour. Un jeune qui est déscolarisé depuis 2-3 ans, c'est assez fréquent, peut venir chez nous, simplement il faut juste qu'il soit inscrit administrativement. L'idée, c'est qu'on puisse s'appuyer et qu'on construise là aussi sur mesure son projet de réinscription dans un début de scolarité ou de juste repenser à la capacité à pouvoir être élève ou même maintenir sa scolarité durant les soins ou alors l'aider à flécher peut-être un parcours vers du professionnel ou de l'adapter. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a la représentation d'un patient qui est vraiment au centre entre une approche de soins et une approche d'enseignement. Bien évidemment, ça ne va pas avec sans nécessité de liens étroits avec les établissements scolaires d'origine, à la fois pour pouvoir comprendre ce qui a pu aussi mettre des établissements scolaires en difficulté pour accompagner les jeunes, mais également aussi préparer à leur retour. D'ailleurs, à ce propos, on a justement un de nos axes que je développerai après, c'est la création d'une unité d'enseignement externalisée. Là, on est en convention avec l'Éducation nationale, on prépare ça pour la rentrée avec l'idée de pouvoir réintégrer en milieu complètement ordinaire des jeunes qui sont normalement pas scolarisés sur le lycée de secteur et finalement avoir à la fois pour le jeune de la réexpérimentation et sa réhabilitation, si je puis dire, en live sur ses habiletés sociales et à la fois aussi dans l'autre sens permettre un feedback interprofessionnel, justement que des professeurs puissent parler aux futurs professeurs qui les recevront de comment accompagner au mieux ce jeune dans sa maladie ou sa stabilisation. Donc voilà, à partir de là, on a vraiment axé des axes forts. Alors bon, bien évidemment, je ne vais pas tout détailler, mais un axe justement de répondre un peu plus en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de demander une autorisation plus complète, ce qui amène une atypicité, d'avoir un établissement à double autorisation. Mais ce qui est intéressant, puisque ça nous permet de réfléchir à un dispositif d'unité de soins psychiatriques ambulatoires non programmés
Également de développer, je dirais, des approches de réadaptation psychosociale à terme aussi en intra, et d'ouvrir une unité de post-aigu en psychiatrie, là encore sur demande du jeune, en consolidation, ce qui nous permettra de pouvoir répondre aussi aux besoins d'une population et d'un territoire assez en difficulté, et de pouvoir finalement permettre aux jeunes de poursuivre la consolidation chez nous. Sur l'approche SMR, on a toujours consolidé finalement une filière métabolique, en particulier l'obésité complexe, parce que c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec mon collègue endocrinopédiatre. Et d'ailleurs, à ce propos, on a monté un groupe d'ETP de la prise en charge et de l'accompagnement en soins et études pour des jeunes souffrant d'obésité pré, voire post-bariatrique pour certains, pour lequel on est en train d'attendre l'autorisation, et finalement des nouvelles pratiques aussi, l'hypnose en addictologie, et je vous en parlerai juste après, de pouvoir s'appuyer sur des nouvelles technologies, travaillant qu'avec des adolescents, ça paraît essentiel. Et puis, quand je vous parle de développer une mode de prise en charge, c'est une UPE. La T-expertise, je rejoins la consoeur de tout à l'heure, je pense qu'avec les ados, c'est beaucoup plus simple d'être à la fois en téléconsulte et en télé-expertise très régulièrement. Ils sont très à l'aise. Ça permet aussi de fermer la porte aux parents et d'être seul quand on veut parler avec son psychiatre. Une équipe mobile, donc je développerai tout juste après, et la participation aussi à des rencontres, et puis finalement un peu plus montrer qu'on peut bouger pas mal de lignes en ne restant pas forcément que dans la pédopsie ou que dans la pédiatrie. Voilà, donc je fais un petit focus plus long sur les axes d'évolution. Alors qui dit évolution dit forcément pas mal de freins et d'obstacles que j'aimerais bien partager avec vous. Alors je pense que tout le monde l'a connu, on ne va pas en parler plus, c'est l'épisode de crise sanitaire, ce qui nous a amené aussi à nous re-questionner avec des départs de collègues, finalement l'évolution du projet, effectivement l'aggravation de la psychopathologie adolescente et familiale. Le caractère très atypique de l'évolution de filière, c'est à la fois très intéressant. Nous, on le voit dans le continuum de prise en charge entre soins psychiatriques et somatiques chez l'ado. La nécessité de préciser les enjeux de chaque filière, ça, c'est un sujet de débat et d'accompagnement des équipes. Par contre, la problématique est toujours la pérennisation financière vis-à-vis d'un financement RS. Quand on présente une double activité, des atypies et des fonctionnements atypiques, parfois on ne rentre pas toujours dans les bonnes cases. Alors c'est pas grave, on est là pour faire bouger un peu les cases, mais parfois effectivement il faut jongler un petit peu. Et la poursuite du travail sur l'attractivité, la gestion des compétences, parce que qui dit accompagner un établissement, c'est accompagner les équipes, c'est changer des pratiques, c'est évoluer dans ces pratiques, c'est accepter effectivement qu'on peut déborder un petit peu de ses fonctions et que c'est pas si grave, et qu'on peut travailler même en lien avec des collègues enseignants et parler de la même personne et du même jeune. Et là-dessus, on a essayé de compléter notre offre de soins et études par cette unité, comme je vous ai dit, avec ses missions. La pérédance, vaste débat, vaste attente. Donc là, on a essayé d'être un peu innovant. On est en train d'essayer de faire effectivement des mobilisations de patients partenaires, des experts. Alors ça va être des jeunes ados ou des ados jeunes adultes qui vont venir. Et on est en train aussi de développer en parallèle un projet peut-être de support de capsules vidéo qu'on aimerait avec eux, avec des jeunes qui pourraient faire des témoignages pour pouvoir travailler la déstigmatisation et l'accessibilité aux soins directement à travers leur propre expérience. Et puis l'amélioration de la visibilité des communications sur cette évolution d'établissement, parce que qui dit être un peu à côté, et pas forcément à côté de ces pompes ou de suivre bien comme il faut les jeunes, mais simplement pas toujours en phase avec ce qu'attend l'ARS ou d'autres instances. Et enfin, consolider des actions de réhabilitation. Donc pour là, la poursuite et le développement des groupes d'éducation thérapeutique, je ferai un petit focus juste après, ou je vais même le faire maintenant, sur un groupe d'éducation thérapeutique sur le médicament, qui est parti d'une forte demande de nos patients. On est vraiment dans cette approche-là sur l'établissement, à les faire participer à toutes nos réflexions d'évolution de l'établissement, à travers des groupes de projets, à travers également l'éducation thérapeutique. Ouais, je vais finir dans 1 minute. Et donc toute l'idée, c'est de maintenir cela et d'amener ça à des actions de prévention et d'éducation, de la préparation à l'accompagnement à la réinsertion sociale et familiale, et tout l'accompagnement à la réinsertion scolaire, filière professionnalisante, comme on vous l'a dit. Voilà, et donc on a abouti à un nouvel établissement avec ces nouvelles perspectives et en s'appuyant en permanence sur des groupes projets associés avec les adolescents et les familles. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien de t'être prêté à cet exercice difficile qui nous laisse quand même 3 minutes pour 1 ou 2 questions.
incroyable. On a tenu le timing. Bravo. Notre propos, c'était vraiment de montrer que voilà, il y a une place pour la pré-réhab en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou le terme que Catherine Doyen a proposé, qui était l'inclusion psychosociale, c'est-à-dire parce qu'il s'agit de préserver ce que l'on a et de faire fructifier des capacités et des ressources. Voilà, donc j'espère qu'on vous a convaincu de la nécessité de faire une place à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au sein du congrès REHAB. Une question? Toujours pas, je vois rien. Donc, oui, moi j'ai une question. Je vois un ami indinois, ça me fait plaisir. Je viens de là aussi. Bravo pour les travaux que vous présentez. Moi, je milite pour travailler ces mêmes concepts dans l'accompagnement des patients enfants ou adolescents atteints de maladies rares. Les éduquer psychologiquement à vivre normalement avec la maladie et non contre la maladie. Et j'aimerais des soutiens et savoir si vous pensez qu'aujourd'hui, Fondation de France, REHAB ou certains établissements pourraient être intéressés pour soutenir des projets autour de l'inclusion par l'école, par le soin, dans une vie plus ordinaire pour les gens, ces gens-là, qui ne sont pas forcément soignés, parce qu'on n'a pas toujours des réponses pour les soigner. Merci de cette question. En tout cas, moi je fais partie aussi, je suis responsable avec le docteur Favé d'un centre diagnostic pour l'autisme, et on est associé au centre référent maladies rares à expression psychiatrique du site de l'hôpital Sainte-Anne. Et donc on travaille avec Boris Chaumette notamment et Marie-Odile Krebs sur cette thématique-là. Et effectivement, on a des intérêts communs, d'abord à faire des évaluations très spécifiques de ces enfants. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont vous parliez exactement, hein, je m'excuse, je le reformule. Et en tout cas, de faire des évaluations neuropsychologiques assez spécifiques et de les accompagner, alors soit avec des approches aussi médicamenteuses un peu particulières et un peu innovantes. Et c'est dommage, on a un peu coupé la parole aux collègues, mais je trouve que la gestion aussi du traitement médicamenteux pour les enfants avec ce type de trouble est importante. Et effectivement, comment inclure des enfants dans des unités d'enseignement, alors externalisées, j'ai entendu. Nous aussi, on a des classes en milieu ordinaire avec une équipe mixte éducation nationale et sanitaire. Mais le modèle actuellement qui est prôné par les ARS et notamment par la délégation interministérielle pour les TND, c'est plutôt de travailler avec le médico-social. Donc le sanitaire, on est un peu perplexe et parfois contrarié, mais en tout cas, on a rencontré il n'y a pas longtemps Étienne Pau. Il est quand même intéressé par ce modèle de développer des classes en milieu ordinaire avec un accompagnement quand même professionnel et spécialisé pour favoriser l'inclusion scolaire. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà ce que je sais. Eh bien, il est temps de passer la parole à la dernière table ronde pour parler de la grande cause nationale. Merci.